Nous allons évoquer maintenant un point qui était présent dans, oui, je vous passe la petite zapette, qui était présent dans tous les scénarios. Marc Malenfer nous l'a dit, c'est l'industrialisation des processus de construction. Et pour ce faire, nous avons avec nous Véronique Lamblin. Véronique, vous êtes directrice d'études de prospective à Futurible. Futurible, c'est un centre de réflexion et d'études prospectives qui, depuis 60 ans maintenant, a joué un rôle moteur dans le développement de la prospective en France, mais aussi dans le monde. Vous êtes ingénieur en matériaux de formation. Vous avez passé 13 ans chez Renault avant Futurible comme ingénieur, puis à la planification stratégique au sein du groupe. C'est dire si vous connaissez bien le monde de l'industrie. Je vous laisse nous en parler. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler d'industrialisation. Alors, sous le mot d'industrialisation, qui a été évoqué par plusieurs des intervenants précédents et qui, dans les scénarios que nous avons utilisés, se développe plus ou moins selon les scénarios, on couvre en fait deux grands thèmes d'industrialisation. L'une que nous avons appelée l'industrialisation hors site ou préfabrication, voire fabrication modulaire, qui est en fait une industrialisation largement développée aujourd'hui, puisque 60% des entreprises utilisent déjà des solutions préfabriquées. Et c'est en croissance. Les préfabrications ou les modules sont beaucoup plus utilisés dans le neuf, puisque c'est 2 tiers des entreprises, mais un peu moins de la moitié des entreprises de rénovation utilisent aussi des solutions préfabriquées. Alors, elle s'applique à presque tous les corps de métier, même si elle est beaucoup plus développée, je dirais, pour le gros œuvre. On a des solutions de préfabrication aussi pour l'aménagement intérieur, l'électricité, la plomberie, chauffage, ventilation, etc. Donc, tous les corps de métier est un sujet très développé déjà qui continue à se développer. Un sujet peut-être plus émergent, c'est l'industrialisation sur site. Alors, plus émergent et avec, mais déjà des réalisations et des innovations, avec ce qu'on va appeler des robots métiers, des robots maçons, carreleurs, peintres. On a mis dans cette catégorie aussi l'impression 3D ou la fabrication additive, et puis les exosquelettes sur lesquels je ferai un petit point particulier, sachant que les exosquelettes, évidemment, peuvent être utilisés aussi bien en industrialisation hors site que sur site. Alors, sur l'industrialisation hors site, préfabrication, construction modulaire, ça a évidemment un avantage évident pour tous les opérateurs du BTP, c'est une durée des chantiers réduite. Même si il y a on a une durée de chantier réduite, une meilleure maîtrise aussi, bien sûr, des conditions de travail, puisqu'on se trouve en atelier, donc probablement une meilleure aspiration des poussières, une meilleure adaptation de l'atelier pour tout ce qui est manutention ou levage, et puis aussi de l'avantage évident, mais il faut aussi le mentionner, qu'on n'est pas sur un chantier aux intempéries, on est dans un atelier chauffé ou climatisé éventuellement, et puis un avantage pour les employés, puisqu'ils se rendent tous les jours au même endroit, à l'usine ou à l'atelier, et non plus à gérer une variété de déplacements sur les différents chantiers. Donc une meilleure conciliation pour eux de la vie professionnelle et de la vie personnelle. D'autre part, enfin, un autre avantage, c'est que ces modules ou ces préfabrications sont souvent volumineux ou lourdes, donc peuvent impliquer une mécanisation de l'assemblage sur le chantier. Donc moins d'efforts éventuellement humains puisque assistés avec des systèmes de levage. Cependant, il y a un certain nombre de limites à cette industrialisation hors site. Déjà, le coût des produits et du transport. En même temps, si ça s'est déjà beaucoup développé, c'est que on y trouvait un intérêt. Et donc, que ce coût du transport et des produits économisait quand même du travail sur chantier et que ça valait la peine. L'autre limite, c'est la logistique à très bien organiser. La logistique et puis une manutention beaucoup plus complexe sur le chantier, en particulier sur le levage. Un autre risque, c'est le risque pour les professionnels de déqualification. Ceux qui autrefois construisaient, fabriquaient sur site, vont avoir à assembler des éléments beaucoup plus préfabriqués. Donc une perte d'autonomie pour la main-d'œuvre, voire un risque s'il y a un problème sur les éléments, puisqu'il n'y a pas de reprise possible sur le chantier. Donc éventuellement une perte d'autonomie pour les compagnons qui ont différentes tâches sur le chantier, puisqu'ils vont devoir beaucoup plus obéir à la logistique d'assemblage prévue par la conception.
L'autre risque, il n'est pas sur le chantier, il est en usine, c'est qu'on peut avoir un risque d'intensification des processus de fabrication en usine. Je dirais pour terminer sur l'industrialisation hors site, c'est que évidemment les compétences dont on va avoir besoin vont profondément changer. Les compétences clés vont être beaucoup plus sur la conception, la logistique, la coordination sur le chantier qui va devenir encore plus cruciale et qui pourra plus s'arranger au jour le jour entre les compagnons. Et puis aussi le contrôle qualité. Et je dirais que sur le chantier, ce seront les logisticiens et les grutiers qui vont devenir des personnages beaucoup plus fondamentaux pour la bonne conduite du chantier. En ce qui concerne l'industrialisation sur site, donc là, je vous l'ai dit, on est quand même sur des choses beaucoup plus émergentes, avec des robots, avec deux types de robots, soit des robots d'assistance à la maçonnerie, à la peinture. Vous trouverez dans le rapport, par exemple, qu'il y a un robot d'assistance à la maçonnerie qui s'appelle Sam. C'est celui qui est représenté sur ce visuel, qui peut poser les briques, poser le mortier, mais qui a quand même besoin de l'intervention du maçon pour aller lisser le mortier entre les briques. Et puis, il y a des robots complètement autonomes, robots maçons, robots carreleurs, ponceurs, peintres, voire robots de déconstruction, qui peuvent être complètement autonomes, qui n'ont besoin que d'un opérateur qui programme et vérifie que le robot fait tout ce qu'on lui demande. Donc, ce sont des solutions qui visent en priori à améliorer la productivité, éventuellement sur les chantiers, mais qui peuvent éventuellement remplacer les professionnels et répondre à des pénuries de main-d'œuvre. Ceci dit, ce sont des solutions déjà tout à fait émergentes et nouvelles, qui sont plus à l'état de prototype. Alors, ça dépend des sujets. Les robots de peinture existent déjà dans l'industrie automobile, par exemple. Mais ce sont des solutions extrêmement onéreuses et on ne sait pas bien à quelle vitesse ils peuvent éventuellement se développer. Peut-être d'autant plus rapidement qu'on a des pénuries de main-d'œuvre dans le secteur. Il y a aussi dans cette industrialisation sur site ce qu'on a appelé l'impression 3D ou la fabrication additive qui permet de construire l'enveloppe de bâtiments, mais aussi des éléments préfabriqués. Donc là aussi, on est dans les prototypes, même si des maisons existent, qui n'ont pas tout à fait la même qualité de surface pour l'instant que des murs, par exemple, qui sont fabriqués traditionnellement, mais qui pourraient aussi se développer. Alors, la conséquence de ces innovations, c'est évidemment une diminution des risques, puisqu'on diminue en plus la main-d'œuvre, une diminution des risques et des maladies professionnelles. Ceci dit, on a envisagé quand même un certain nombre de nouveaux risques liés à l'utilisation de ces machines. Le premier, il est lié aux interfaces homme-machine et les risques psychosociaux qui peuvent aller avec, c'est-à-dire que l'opérateur peut se retrouver seul face à la surcharge mentale de la programmation de la machine, mais aussi seul face aux aléas potentiels liés à l'utilisation de ces machines. Un autre risque peut être le risque de heurt entre la machine qui a des mouvements et puis les opérateurs sur le chantier. Donc, il faudra quand même bien valider dans quel périmètre il ne faut pas aller autour de la machine pour ne pas risquer ces heurts. L'autre risque, c'est évidemment l'intensification et la répétitivité, notamment quand on a des robots semi-autonomes. Le risque, c'est que l'opérateur soit amené à suivre la cadence de la machine et que l'on soit tenté d'accélérer les mouvements de la machine. Et donc, un risque proche de celui des Lumières de la ville avec Charlie Chaplin, où c'est l'opérateur qui suit la machine. Donc, des risques potentiellement à limiter et à vérifier. Enfin, dernier sujet sur cette industrialisation, les exosquelettes. Alors, les exosquelettes, je leur ai donné un statut un petit peu particulier parce que ça peut être un robot d'assistance, comme on peut le considérer comme un équipement personnel de protection. Alors, les exosquelettes, ils sont variés. Ils s'apparaissent aussi dans d'autres secteurs industriels.
Ils peuvent permettre de travailler les bras leviers, la tête en l'air, ils peuvent aider à porter des charges. Ils peuvent être passifs, c'est-à-dire qu'ils soutiennent l'opérateur, comme actifs s'ils sont animés ou motorisés, pour porter des charges qu'un homme ne pourrait pas porter tout seul, par exemple. Hem Et ils peuvent s'utiliser aussi bien en préfabrication que sur un chantier. Alors l'impact, il est évidemment positif puisqu'il élimine des troubles musculo-squelettiques, soit en atelier, soit sur le chantier, à condition que l'aide apportée ne soit pas un prétexte pour augmenter la charge de travail, les cadences, même problème qu'avec les robots d'assistance. Je dirais qu'avec ces outils, c'est un peu comme dans beaucoup de sujets, l'enjeu n'est pas tant la technologie ou l'objet technologique que ce que les hommes vont en faire ou que ce que les entreprises vont en faire. Et ces outils, ben, eux-mêmes, ont leurs propres risques auxquels il faudra veiller. Véronique Lamblin, merci beaucoup.